m'appelle Nicolas Renard et je suis intervenant auprès de l'e-Business Paris Digital School en qualité d'expert sur la problématique de l'employabilité. Qu'est-ce que c'est que l'employabilité finalement? C'est comment est-ce qu'on va réussir à développer un projet professionnel qui soit précis, qui soit pertinent et qui donne envie. La finalité, c'est vraiment de donner envie à un recruteur de vous sélectionner dans son processus de recrutement, de le convaincre lors de l'entretien, des différentes étapes de l'entretien d'embauche, et de faire en sorte qu'il vous fasse une offre. Donc c'est vraiment une thématique qui est hyper importante aujourd'hui, plus qu'hier, notamment quand on parle des métiers du digital. Les métiers du digital sont des métiers qui sont récents, des métiers qui sont changeants, des métiers avec des terminologies, avec des problématiques qui sont assez, des acronymes qui sont parfois des anglicismes, et on a besoin de savoir comment s'orienter, comment naviguer autour de ces métiers-là. Donc c'est pour ça qu'il a été décidé d'intégrer cette dimension d'employabilité au programme du MBA et du pré-MBA e-business. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Donc, il y a une partie interactive où j'aimerais bien pouvoir discuter avec vous. Si c'est pertinent, on va le voir ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue le contenu que j'ai préparé aujourd'hui. Voilà, donc l'objectif, j'en ai parlé brièvement, aujourd'hui, c'est de vous présenter les différents modules que j'ai développés spécifiquement pour accompagner les étudiants, les étudiantes qui vont intégrer le pré-MBA ou le MBA à partir de septembre probablement de cette année. Pourquoi ces modules? Quelles sont les thématiques de ces modules? Comment est-ce que je vais vous proposer de travailler individuellement et en petits groupes pour définir un projet professionnel que très rapidement vous allez pouvoir mettre au contact de la réalité du marché. Encore une fois, l'objectif, donc aujourd'hui, c'est de comprendre quels sont les modules, comprendre quels sont les enjeux d'employabilité autour du marketing digital, mais la finalité, c'est bien de décrocher son emploi dans le digital. Donc ça va être des ateliers qui vont être très pratiques, qui vont être très personnalisés, avec un rendu spécifique aux compétences, aux appétences de chacun et de chacune. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est utiliser la plateforme Menti pour comprendre un peu à qui j'avais affaire, quelles étaient les personnes qui étaient intéressées. Mais je vais vous donner les deux questions qui sont importantes sur lesquelles j'aurais pu rebondir. C'était en fait, quand on parle des métiers du marketing, les métiers du digital, peut-être pas juste le marketing, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que ça nous évoque? Alors peut-être pour certains, ça va être les réseaux sociaux, pour d'autres, ça va être plus des choses de développement, plus ça va être du marketing, ça va être prendre la parole. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière les métiers du digital. Et d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, on va avoir des définitions qui vont être différentes. Des définitions qui vont changer au fur et à mesure. Donc là, potentiellement, je reposerai la question lors du premier atelier parce que c'est un point de départ important. Qu'est-ce que moi, je comprends des métiers du digital? C'est quoi ma définition? Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que j'ai beaucoup étudié le sujet? Est-ce que c'est tout nouveau pour moi? En gros, avec quel bagage j'arrive dans ce cursus scolaire, dans cette formation? Parce qu'on a tous un point de départ qui est différent, qui est respectable, il faut juste en prendre conscience. Et moi, ça va beaucoup m'aider pour vous accompagner si je sais que j'ai affaire à des experts du digital, peut-être à des développeurs qui veulent faire maintenant du marketing, à des gens qui
qui font je sais pas, du community management de façon pendant leur loisir, mais qui veulent professionnaliser leur approche, à des gens qui veulent se mettre à leur compte, que sais-je, à des gens qui veulent faire du social media, à des gens qui veulent faire du social sales. Il y a vraiment plein de choses. Donc, on verra aussi évidemment quelles sont les différentes typologies, différents acteurs évidemment, qui proposent des métiers dans le digital, les différents types de secteurs, les différents types d'acteurs. On a les agences, on a les annonceurs, on a les intermédiaires technologiques, donc il y a plein de choses qui sont importantes. Mais ce qui m'importe vraiment, c'est quel est mon point de départ. Qu'est-ce que ça m'évoque? Pour qu'on puisse aussi clarifier un certain nombre de choses. C'est complexe, c'est flou pour moi. Au contraire, j'ai des choses très précises en tête. Pour pouvoir élargir, pour pouvoir préciser, et après pouvoir vraiment travailler de façon cohérente et efficace le projet de chacun et chacune d'entre vous. Donc la deuxième question que je voulais vous poser aujourd'hui, donc la première question c'était qu'est-ce que, si je vous parle des métiers du digital, qu'est-ce que ça vous évoque? Et donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est vraiment encore une fois de comprendre où on est. Et après de pouvoir discuter en groupe. On le fera lors du premier atelier. La deuxième question que je reposerai lors du premier atelier qui sera consacré à l'élaboration du projet professionnel, c'est qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était petit? Ça paraît être une question un peu de icebreaker, donc pour briser la glace quand on ne connaît pas encore ses camarades de promotion, mais c'est une question qui est assez puissante et je vais essayer d'y répondre moi-même. Donc moi, quand j'étais petit, ce que je voulais faire, je voulais être archéologue. Voilà, une fois que j'ai dit ça, en fait, ça importe assez peu. Mais c'est se dire, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce désir d'être archéologue? Alors, je n'avais pas creusé quand j'avais envie de l'être. Je pense que c'était après avoir vu le premier Indiana Jones. Mais c'était de comprendre qu'est-ce qui sous-tendait ce désir. Quand on est jeune, en bas âge, et qu'on se projette dans un métier, d'ailleurs, on ne se projette pas spécialement dans un métier, on se projette dans une activité, quelque chose qu'on aurait envie de faire. Donc, il n'y a pas vraiment de dimension pécuniaire, de rythme de travail, de hiérarchie, un peu d'environnement finalement, mais c'est en gros, cette question, elle est pertinente selon moi parce qu'elle nous oblige à nous connecter avec ce qui nous faisait envie à l'époque. Donc moi, l'archéologie, pour moi, c'était archéologue comme Indiana Jones. C'était pas juste l'archéologue. Donc il y avait le côté méticuleux de l'archéologue qui prend son temps, qui comprend, qui fait des fouilles de façon vraiment très lente et qui est pas mal dans la réflexion, qui va changer de point de vue. Donc ça c'était une dimension intéressante. Et la deuxième dimension, c'était plutôt l'aventurier. Donc Indiana Jones qui partait dans des contrées un petit peu lointaines et peu connues et qui se débrouillait, qui trouvait des solutions. Et donc finalement, si je prends mon exemple personnel de Nicolas qui voulait être archéologue, qu'est-ce que ça me dit sur ce que je veux faire aujourd'hui? Finalement, j'ai pris ce projet-là et j'ai essayé de le décomposer en compétences transposables et en appétences. Donc, les compétences transposables, donc c'est le côté structuré, le côté méticuleux, le côté j'ai besoin de temps, travailler dans le temps long. Et donc ça, c'est plutôt le métier d'archéologue. Un peu dans la réflexion, mais en même temps assez dans le manuel, avec des problématiques qui changent assez souvent finalement. Et le côté Indiana Jones, c'est le côté un peu plus fougueux, confiance en soi, où je vais aller vers les gens, où je vais me mettre dans des situations inconfortables et je me fais confiance pour pouvoir trouver des solutions. En discutant, en interagissant avec les gens que je vais rencontrer et en faisant fonctionner mon cerveau. Et donc, vous verrez, on fera cet exercice ensemble. Et c'est assez intéressant pour l'avoir proposé à pas mal d'étudiants de différentes bootcamps de marketing digital. Ils se reconnectent à des désirs quand on était petit, donc déjà c'est très sympa. On voit un petit peu ce qui vous a plu et ce qui pourrait être comment dirais-je, le fil rouge avec comment ça a structuré vos différentes étapes.
quelles études vous avez pu faire, quels sont les, pour ceux qui sont en reconversion ou les gens qui ont déjà une expérience professionnelle, est-ce qu'on retrouve ces compétences, ces appétences tout au long de votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors pour certains, on l'a perdu de vue, mais des gens qui avaient des envies d'être créateurs de mode ou danseurs, donc des métiers de création artistique, peut-être, ça serait une question intéressante à se poser, peut-être que du coup, c'est toujours un feu qui brûle en eux et que c'est quelque chose qu'il faudra intégrer quand on va un petit peu passer en revue les différents métiers qui existent dans le digital. C'est des métiers plus créatifs que d'autres, des métiers de plus d'analyse, des métiers où on est plus en communication avec les clients, des métiers qui sont plus internes. Alors je ne dis pas que c'est transposable, ce que je voulais faire il y a 30 ans avec ce que je fais aujourd'hui, mais je vois qu'il y a un certain nombre d'appétences et de compétences un peu inhérentes à ma personne et à mon identité, à ma personnalité, qui subsistent. Et du coup, ce côté un petit peu, j'ai besoin d'une carte, mais je me fais confiance pour naviguer, un peu débrouillardise et en même temps méticuleux à faire un peu la même chose. J'arrive en posant cette grille de lecture par rapport à tout mon projet professionnel à date, je m'y retrouve. Donc on verra avec chacun et chacune d'entre vous à quel point c'est vrai et à quel point de réinvoquer, se reconnecter avec ce désir, avec ce souhait quand on était petit, ce métier, cette chose qu'on avait envie de faire, au-delà de toute considération, encore une fois, pécuniaire ou sociale, à quel point ça pourrait être puissant d'injecter ça et les compétences, les appétences dans votre projet professionnel. Voilà. Donc on sera amené encore une fois à le faire ensemble lors du premier atelier. Donc, encore une fois, pourquoi ce webinaire il est important? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment se dire que les métiers du digital, ils sont très récents. Ils ont 10, 20, 30 ans. Ce domaine, cette matière du digital, elle est vraiment récente. Elle a bouleversé notre quotidien en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur, usager, et des champs d'application qui sont très vastes. Mais c'est nouveau. Donc c'est nouveau, c'est-à-dire on n'a pas forcément les codes, on n'a pas encore vraiment posé des définitions. Il n'y a pas vraiment encore de métiers qui existent depuis suffisamment longtemps pour dire un account manager, ça ressemble à ça. Un trader média, ça ressemble à ça. Il y a autant de définitions que de boîtes, que de pays finalement. Donc c'est complexe, c'est changeant, c'est très dynamique, c'est obscur. Vous verrez, on va aller sur des fiches de poste et on va peut-être s'amuser à dire, OK, moi j'ai envie d'être trader média, donc je vais aller voir sur Welcome to the Jungle, potentiellement, différentes offres et voir un peu différents environnements de travail. Parce qu'il y a le métier et il y a où est-ce qu'on va l'exercer, ce qui va être important. Et on va se rendre compte que la définition d'un trader média dans une boîte de gaming à Paris et dans une agence à Lille et chez un annonceur à Aix-en-Provence, peut-être qu'on aura 3 fiches de poste qui sont différentes. Donc là, il va falloir comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les termes, comment moi je vais pouvoir me positionner, poser des questions qui sont aussi pertinentes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de vaste, le digital, quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je vous propose qu'ensemble, on prenne notre sac à dos de randonneur, une carte qui va nous permettre d'explorer et surtout une boussole. Cette boussole, elle va pouvoir nous permettre de cheminer dans les contrées du digital, des métiers du digital, et de voir comment est-ce que la boussole étant le projet professionnel, je vais y revenir un petit peu après, mais ça va vraiment être notre point de départ. Comment est-ce que je peux développer un projet qui va me permettre de cheminer sur cette carte du digital et d'aller dans une direction et de pouvoir valider assez rapidement à quoi ressemble vraiment ce métier, est-ce que c'est fait pour moi, et quel est un petit peu le retour que j'ai de l'environnement. Donc, est-ce que je réussis mes entretiens, est-ce que je pose les bonnes questions d'entretien qui me font vraiment comprendre mon fort intérieur. Waouh, ouais, ok. Trader média, c'est vraiment ce que je veux faire.
ou c'est pas ce que je veux faire en agence, mais peut-être qu'il y a d'autres modalités pour être trader média. Donc voilà, c'est complexe, c'est changeant, c'est nouveau, mais on a des outils qu'on va développer ensemble et qui font leurs preuves. Encore une fois, ce projet professionnel, j'aide des étudiants à le définir en tout cas la V1 de son projet, pour après se mettre en chemin. Le projet, il va changer tout au long de la vie professionnelle. C'est normal. Il n'y a pas de projet définitif. Il va s'affiner. Parfois, il va changer du tout au tout. Parfois, il va juste être, encore une fois, affiné à la marge. Et ça va être en explorant, en émettant des hypothèses qu'on va pouvoir confirmer et infirmer rapidement, qu'on va savoir. Et on va ressentir, encore une fois, on va ressentir. Quand je prépare des entretiens pour ce poste-là, est-ce que je déborde d'enthousiasme? Est-ce que j'ai des questions à poser? Ou au contraire, est-ce que je sens que c'est trop loin de ma nature? Ou est-ce que j'ai des doutes? Et je veux lever ces doutes en posant les bonnes questions aux recruteurs ou aux responsables pour bien comprendre c'est quoi sa définition du trader média dans sa boîte et bien comprendre la fiche de poste. Ça va être vraiment important. Donc voilà, ce webinaire, il va venir en support de tout ce que vous allez apprendre, de tout ce qui sera mis au programme du pré-MBA ou du MBA. On ne va pas apprendre de compétences techniques sur le digital, le marketing digital, mais on va vraiment transposer, parce qu'évidemment, de semaine en semaine, vous allez découvrir des choses que vous connaissez pas forcément ou mal. Il y a peut-être des déclics qui vont se faire en vous en disant ah ouais, cette matière-là, il m'a parlé de ça, là, tout ce qui est réglementaire ou sécurité ou développement ou marketing, ça me parle beaucoup. Et donc du coup, ça va façonner votre projet pro. Et avec la boîte à outils qu'on va utiliser ensemble, ce projet pro, vous allez après le transcrire en c'est quoi les métiers, c'est quoi les secteurs, à quoi ressemble une fiche de poste et après comment est-ce que je me positionne sur ces projets. Donc ces ateliers, ces 4 ateliers autour de l'accompagnement pour comprendre, bien appréhender les métiers digitaux et décrocher après un job qui est fait pour soi, il va se faire en parallèle avec tous les cours qui vous seront dispensés, les cours beaucoup plus axés sur l'acquisition de compétences. Donc le programme, il est ambitieux, en même temps, il est réaliste parce que en fait, il faut vraiment considérer ces webinaires de compréhension des métiers du digitaux et de positionnement personnalisé dès le début. Et encore une fois, peut-être que au début, le projet pro, il sera pas très clair, et puis au bout d'un mois, il va changer, et puis après, ça va s'affiner. Il y a comment dirais-je, des temps de maturation qui sont différents pour chacun d'entre nous à différents moments de notre vie. Donc il n'y a pas de timing standard ou idéal. Il faut juste poser la bonne grille et travailler sérieusement en parallèle. Donc ça sera un certain investissement, mais vraiment les bénéfices sont tellement importants qu'ils permettent vraiment d'investir ce temps-là à profit et de gagner du temps en fait. On va gagner du temps parce qu'on va émettre des hypothèses beaucoup plus rapidement plutôt que de se dire on verra à la fin de mon MBA où j'en suis. L'idée c'est d'avancer en parallèle. Donc, moi l'accompagnement que je propose, il serait peut-être temps que je me présente. Donc je suis Nicolas Renard et j'ai 20 années d'expérience dans le web. On pourrait résumer ça comme ça. Moi j'ai commencé ma carrière à Paris en agence de communication digitale. C'était une agence qui développait des sites événementiels pour des artistes. Et assez rapidement, le responsable de cette agence a compris le changement qui était en train de s'opérer sur comment prendre la parole sur Internet et comment pouvoir rationaliser, rentabiliser son investissement. Donc c'était le début des liens sponsorisés sur Google, sur sur différentes plateformes, et le début de l'emailing, le début de l'affiliation. Donc moi, je vais apporter cette expérience, cette connaissance du marketing digital et du monde de l'agence, qui est un monde qui est extrêmement formateur, qui recrute beaucoup à Paris, en province.
Mais voilà, il y a des codes et c'est pas forcément un environnement de travail qui est approprié pour tout le monde. On pourra discuter de ce que ça veut dire de travailler en agence. Après, j'étais par faire cette expérience en agence, donc assez opérationnelle, chez un des grands GAFA américains, où j'ai été aussi responsable d'un secteur. Et après, j'ai commencé à encadrer une équipe et donc à devenir aussi recruteur, dans le sens où j'avais des besoins dans mon équipe. Donc, je vais vous expliquer comment réfléchissent les grands groupes médias, ou en tout cas les grands groupes de technologie américaines ou européennes, et comment aussi réfléchit un responsable. Donc, j'ai une équipe de 10 personnes, je veux recruter 2 nouvelles personnes. Comment est-ce que j'arrive à définir le profil type? Quelle est ma grille de lecture? Quelles sont mes attentes? Parce que, évidemment, si vous, en tant que futur postulant et postulante, vous avez déjà une idée précise de ce qui est attendu par un responsable, que vous verrez in fine en entretien, partez avec une longueur d'avance, on est d'accord. Vous savez qu'est-ce qui l'intéresse, quel type de questions lui poser, pas juste pour comment dirais-je, pour flatter son ego, mais pour vous comprendre vraiment, est-ce que ce poste est fait pour vous ou pas. Donc cette expérience de 7 ans que j'ai d'encadrement d'équipe, de compréhension des logiques d'équipe, de dynamique d'équipe, et d'émettre des besoins de recrutement et de faire passer des entretiens, je vais vous donner les codes. Je vais vous donner ce que moi je considère être les choses les plus importantes. Et après, vous pourrez faire vos propres tests. Et on s'entraînera aussi à voir du coup par rapport à votre style, par rapport au poste, par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'on peut pressentir de son interlocuteur, comment est-ce qu'on est capable d'influencer positivement et de positionner, d'avoir un discours qui soit cohérent, et qui soit pertinent, qui soit impactant. Après, je suis devenu consultant indépendant en employabilité parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui manquait, que systématiquement, des candidats, je les refusais, mais il n'y avait pas forcément de boucle de retour. On ne leur disait pas forcément ce qu'ils ne savaient pas et ce qui posait problème. Donc moi, j'ai commencé à me dire, ces gens, avec de l'expérience ou sans expérience, ont besoin d'être accompagnés. On a besoin de leur dire ce que moi j'ai entendu, ce que moi j'ai vu, ce dont tu n'as pas, toi, conscience, c'est ça, ça, ça. Donc là, depuis plusieurs années, j'interviens dans des centres de formation, dans des écoles et auprès de particuliers aussi, professionnels, qui sont en reconversion, qui sont en échec dans leur tentative de changer de trajectoire professionnelle, ou qui décrochent des entretiens mais qui n'arrivent pas à transformer l'essai, ou qui ne décrochent pas d'entretien. Donc, comment on fait un bon CV, comment on prépare son entretien, comment on est bon en entretien, comment on fait le suivi, comment on négocie. J'ai mis en place tout un package qui permet à chacun et chacune d'aller chercher les ressources dont il a besoin pour réussir sa reconversion, pour décrocher un job. Et évidemment, donc, connaissance du digital, du métier d'agence, du métier du fonctionnement des boîtes, donc start-up, scale-up et multinationales. Et la dernière compétence que je vais mettre à profit lors des ateliers, c'est ma compétence de recruteur. J'ai commencé en tant que marketeur, vous voyez mon projet professionnel, chef d'équipe, et maintenant je suis recruteur pour le leader mondial de la chimie. Et donc là, en complément de comprendre comment réfléchir un responsable de poste, vous allez voir comment moi, en tant que recruteur, je réceptionne les CV, qu'est-ce qui m'intéresse sur un CV, comment je le lis, comment je prépare mon entretien, sur quelle dimension je vais vous tester, comment est-ce que vous êtes capable d'expliquer votre projet, de montrer votre motivation. Donc voilà, je vais vous donner ces codes-là. Donc, digital, dans différentes structures, différents types de structures, responsable, recruteur et recruteur. Donc, toutes ces différentes visions, toutes ces différentes casquettes, tout au long des ateliers, je vais vous donner ma façon de voir. Je vais vous donner des astuces et on va travailler ensemble. Ça va être assez concret pour que vous ayez vraiment, évidemment, c'est en passant des entretiens
qu'on vous allez apprendre, mais cette préparation, parce que c'est toujours mieux de se planter entre guillemets avant les entretiens, surtout quand on postule à des jobs qui nous tiennent vraiment à cœur. Cette préparation, on va pouvoir la faire ensemble, en petits groupes et après individuellement. Voilà. Je sais comment pensent les recruteurs et les cadres et je vais vous aider à vous rendre irrésistible, à ce que les gens, quand ils vous reçoivent, donc reçoivent vos documents de candidature et quand ils vont vous recevoir en entretien, il y aura une cohérence et vous allez être bien préparé, ce qui fait que le trac inhérent à l'entretien, qui sera toujours présent, il ne sera pas paralysant. Vous allez être quand même capable de passer des messages qui sont clairs, qui sont pertinents par rapport aux attentes de chaque interlocuteur et par rapport au poste, parce que vous aurez une meilleure compréhension du poste. Voilà, donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? On a décidé, en accord avec le corps professoral de l'école, de proposer 4 ateliers. Et ça, c'est basé aussi sur mon expérience à moi. Ces thématiques-là sont les thématiques incontournables. Pourquoi 4 ateliers? Parce que ça va être 4 fois 2 heures en visio. Alors, on pourrait y passer plus de temps, évidemment, mais là, ça va nous permettre d'aller suffisamment en profondeur. Alors, évidemment, il y aura du travail à la maison qui seront en plus. Encore une fois, il faut voir ça comme un investissement. Et ce que vous allez apprendre là, vous allez pouvoir vous en servir durant toute votre carrière. C'est la boîte à outils, vraiment, qui va vous permettre après juste de changer de typologie de poste ou de secteur d'activité. Et donc, les 4 temps forts sont ceux qui sont sur la slide que vous voyez là. Donc, construire son projet professionnel. Qu'est-ce que c'est un projet professionnel? À quoi ça sert? À quoi ça ressemble? Voilà. Vous pouvez demander à Google, il va vous donner une définition du projet professionnel, mais en clair, c'est avoir une idée précise, une réponse précise à la question qu'on pose traditionnellement en entretien, qui est dit parlez-moi de vous. Donc plutôt que là de déballer 5 minutes de ce que j'ai fait avant et d'en rentrer dans beaucoup trop de détails alors que c'est écrit sur le CV, que c'est pas le bon moment pour le faire. Moi, j'aime bien vous entraîner à répondre à cette question de façon plus adroite, selon moi, en répondant parlez-moi de vous. Donc, pour moi, ça veut dire quel est mon projet professionnel aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui? Et donc là, on est tout de suite en train, pas trop de parler du passé, de ce que vous avez fait, vos compétences, mais plutôt de se centrer sur pourquoi on se parle, c'est-à-dire pourquoi j'ai pris le temps de vous envoyer mes documents de candidature aujourd'hui. Pourquoi j'ai postulé? Et donc, le projet professionnel, ça va être une phrase où on montre son envie. Ben aujourd'hui, moi, j'ai envie je veux devenir à très court terme un trader média en agence parce que. Et là, tout de suite, on rentre dans le cœur du sujet. Donc, on va apprendre ensemble comment définir ce projet professionnel. Il y a différentes étapes et il y aura différentes versions de ce projet. Et donc, on va travailler individuellement et en petits groupes. Et j'ai aussi, évidemment, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui se retrouvent en disant « mais j'ai plusieurs projets, ou c'est encore trop flou pour moi, ou c'est encore trop tôt pour moi », pas de panique. J'ai une bibliothèque de projets professionnels dans laquelle vous pourrez aller aussi piocher. C'est-à-dire, c'est comme à la bibliothèque, on va chercher les ouvrages dont on a besoin, et quand on n'en a plus besoin, eh bien, on les ramène. Ben là, c'est pareil. Vous aurez un certain nombre d'exemples de projets pour ceux et celles qui en ont besoin, que vous pourrez prendre, et vous verrez en les lisant lequel vous donne envie, lequel vous allez pouvoir incarner pour, encore une fois, matérialiser votre boussole, qui va être votre point de départ. L'idée, c'est de ne pas rester à sec et échouer et de ne pas trop savoir où se diriger. Donc là, on va tous construire la V1 de son projet professionnel. Ça, ce sera le sujet du premier atelier. Le deuxième atelier, il va être autour des métiers du digital. Donc, on a dit que c'était vaste, on a dit que c'était ambigu, c'était complexe, c'était changeant. Fine. Ensemble, on va essayer de catégoriser les grandes familles de métiers, les grands types d'environnements d'entreprise et un peu les secteurs pour baliser un petit peu le terrain.
Et évidemment, vous ferez vos propres recherches parce qu'encore une fois, il y a probablement des secteurs, des acteurs, des sites qui ont retenu attiré votre attention. Et pour moi, c'est un signal qui peut être faible, mais qui est hyper pertinent pour encore une fois, débuter. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a parlé de, ou j'ai vu que, ok, on va explorer ça. Encore une fois, on cartographie les différents métiers, type de métier, type d'acteurs, et après, tout de suite, on va rendre les choses précises, personnalisées. Qu'est-ce qui me semble pertinent pour moi? On va y mettre des hypothèses, et on va en tout cas être capable de mieux savoir naviguer autour, encore une fois, des grandes familles et des terminologies. Une fois qu'on aura ça, donc j'ai mon projet, je vois un petit peu les métiers, les acteurs, et j'ai des préférences peut-être qui commencent à se matérialiser. Et l'étape d'après, c'est de dire, bon, je vais sélectionner un certain nombre de fiches de poste. Donc là, on verra où on les trouve. Et après, évidemment, on va passer du temps à comprendre une fiche de poste. Ça paraît être l'évidence, ça l'est pas forcément. Pareil, j'ai une bibliothèque de fiches de poste que j'ai commencé il y a plusieurs années, avec des fiches de poste hyper concises, des fiches de poste très très longues avec 15 puces, des fiches de poste en français, en anglais, des fiches de poste avec des descriptifs d'entreprise vidéo, des fiches de poste avec que du texte. Pour être à l'aise avec les différents formats de fiches de poste qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. De voir plein de formats différents, encore une fois, pour juste comprendre, encore une fois, mettre à jour, ok, lui parle d'un technical account manager, mais lui aussi, est-ce que les missions, elles se ressemblent à 100%, 80%, 60%? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, quand je décrypte la fiche de poste, qu'est-ce que je comprends? Quand je ne comprends pas, quelles questions je peux poser et à qui pour comprendre? Quelles sont les questions les plus importantes, les doutes les plus importants qui subsistent quand je lis une fiche de poste? C'est vraiment les questions que je dois absolument poser quand je parlerai avec quelqu'un pour comprendre, pour valider. Maintenant, je comprends mieux. Donc, du coup, est-ce que ça me donne envie ou est-ce qu'au contraire, c'est pas du tout ce que je veux faire? Et être honnête vis-à-vis de soi-même par rapport à ça. Et du coup, après, quand on a compris la fiche de poste et qu'on se projette, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Du coup, voilà, comment est-ce qu'on se positionne quand on va regarder le profil demandé? Est-ce que j'ai le bon niveau d'expérience? Est-ce que j'ai la bonne formation, le bon cursus? Est-ce que mon niveau d'anglais est courant? Est-ce que je maîtrise ce logiciel? Et on définira ensemble le positionnement. Vous le savez peut-être, mais il y a beaucoup de candidats qui n'osent pas postuler ou qui postuleront que quand ils auront 100% des compétences et du profil demandé. On n'aura jamais 100% des compétences et du profil. On verra que les recruteurs et les entreprises, ils cherchent pas forcément le mouton à 5 pattes, mais ils cherchent des gens qui très rarement vont réunir toutes les compétences demandées pour le budget. Hein. Donc, on essaiera de voir à quel point on est loin du profil recherché, compris de la fiche de poste, et après, quelle est la stratégie de positionnement qu'on peut mettre en place pour compenser un certain nombre de lacunes, pour poser des questions, pour voir, ok, l'anglais courant, je ne l'ai pas, mais est-ce que c'est vraiment indispensable au quotidien? Ou le développement en C+, donc, pour dégonfler peut-être comment dirais-je, pas forcément des inhibitions, mais plutôt des doutes qu'on pourrait avoir quant à sa capacité à bien répondre et à être bon dans le job. Et du coup, à pouvoir se convaincre et convaincre son interlocuteur. Donc, fiche de poste, compétences, CV, compétences, à quel point ça match? Si ça match suffisamment, comment est-ce que plutôt que de cacher mon anglais moyen, comment est-ce que je peux mettre ça en avant pour dire que j'ai pas peur, j'ai besoin de comprendre exactement
Est-ce qu'il faut le parler au quotidien? Mais si j'ai vraiment envie de m'améliorer en anglais, peut-être que c'est un faux problème. Et à quel point on peut compenser un certain nombre de handicaps perçus ou existants et en faire une force. Ça, ce sera le 3e atelier. Et le dernier atelier, j'ai mon projet, j'ai compris les métiers de l'environnement, j'ai identifié des fiches de poste, il y a plusieurs postes qui m'intéressent, comment je postule? Comment est-ce qu'on construit, pardon, on développe un CV qui soit sur le fond et sur la forme pertinent, réussi? Comment est-ce qu'on est capable d'écrire une lettre de motivation qui ne soit pas forcément générée par de l'intelligence artificielle, même si ça peut avoir pas mal de bienfaits, qui donne envie, qui vient en complément d'un CV, qui vient expliquer un certain nombre de choses, surtout quand on a de l'expérience pro qui n'est pas forcément complètement raccord avec ça. Donc, quelle histoire on peut raconter dans d'autres documents de candidature, donc type lettre de motivation, mais ça peut être un book, ça peut être un site web, peu importe. C'est encore beaucoup demandé par beaucoup de recruteurs, même dans les startups. C'est pas juste du easy apply sur LinkedIn. Quand il est là, c'est bien. Mais finalement, alors, parce qu'après, du coup, les gens, ils postulent à beaucoup de jobs, même quand c'est un peu éloigné, ils se retrouvent à essuyer beaucoup de refus. Alors que quand on va être plus dans la compréhension de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je comprends des postes, et passer du temps sur chaque candidature à développer une lettre de motivation quand elle est demandée, elle est encore beaucoup demandée, même dans le digital, donc il faut se faire une raison. Mais il y a des techniques, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut structurer une lettre de motivation, et c'est pas sorcier. Et après, on est capable, une fois qu'on a la trame, de pouvoir l'adapter en fonction du secteur, en fonction du poste. Et donc voilà, donc tous les documents pour postuler, quels sont-ils aujourd'hui en France dans le digital? Comment on les développe? Comment on les maintient? Et voilà, quels sont les standards? Quelles sont les astuces? Donc voilà, là j'en screen au quotidien, donc là je vais être capable aussi de vous expliquer. Parce que c'est ça la première vraie impression qu'on renvoie à un recruteur, c'est sur ces documents-là, avant qu'on parle à qui que ce soit. D'aucuns pourraient dire que c'est le profil LinkedIn, ça peut être le cas aussi. Mais ces documents, ils parlent pour vous. Donc parfois on se dit mais je comprends pas, mais je corresponds au poste, mais je ne décroche pas d'entretien. Moi je demande à voir du coup ce qu'on envoie. Et ce qu'on envoie raconte une histoire sur nous. Et l'histoire, elle peut être valorisante ou au contraire, elle peut être problématique. S'il y a des fautes d'orthographe, si la mise en page est questionnable ou si les photos est floue ou pas professionnelle, ça dit quelque chose. Je ne dis pas si ça dit la vérité, mais ça dit quelque chose sur le candidat. Donc, moi, en tant que recruteur, quand je reçois ça, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai quelques secondes pour évaluer un petit peu si je veux passer du temps avec cette candidature ou pas. Donc il faut être irréprochable. Il y a des codes, il y a des standards en France qu'on regardera ensemble. Et après, évidemment, tout est sujet à interprétation. Je vous donnerai mon ressenti à moi, ma grille de lecture, ça n'engage que moi. N'étant pas ni le meilleur ni le pire des recruteurs, je pense qu'on c'est un peu du bon sens. Et puis après, on verra ensemble, on échangera des CV, on regardera les lettres de motivation et on verra ce qui nous convainc le plus. Et donc, ce qui va être intéressant avec ces ateliers, encore une fois, c'est que on va passer du temps ensemble, en visio, et donc il y aura 4 ateliers, donc 4 rendez-vous qui vont nous permettre de monter en compétences et d'aller de je définis ce que je veux faire à je postule, donc on a quand même une bonne visibilité sur tout le processus. Vous allez apprendre évidemment avec moi sur votre projet individuel, mais moi je vais vous faire travailler aussi en petits groupes et à deux pour être capable de voir comment les autres travaillent aussi et de s'inspirer de ce que font bien les autres et de ce qu'ils font pas bien. Et puis ça va évidemment créer aussi l'émulation dans la promo. Donc c'est en ça que ces ateliers sont pertinents, en ça qu'ils apportent de la valeur et qui seront programmés tout au long des premières semaines du début du pré-MBA ou du MBA pour vraiment, en parallèle de ce que vous allez apprendre,
vous permettre de toujours réactualiser votre projet et de comprendre encore mieux les métiers et les paysages du digital. Donc voilà comment on l'a pensé. Les questions-réponses, alors c'est pas forcément pertinent de vous proposer ça aujourd'hui, mais on gardera beaucoup de temps pendant les ateliers. De toute façon, avant chaque atelier, on reverra ensemble ce qu'on a fait lors de l'atelier précédent. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses qu'on pourra repréciser ensemble, hein, toutes les questions sont bonnes à prendre. Évidemment, vous pourrez me contacter entre les ateliers, évidemment, pour ne pas prendre de retard, hein, mais il y a plein de questions qu'on sera à même de se poser. Moi, c'est quelque chose que je vais vraiment promouvoir, c'est quand on n'a pas de questions, c'est souvent c'est des questions que je pose systématiquement aux candidats que je reçois à l'entretien, c'est quelles sont vos questions? Les gens qui n'ont pas de questions, c'est soit des gens qui pensent avoir tout compris, il y a peu de chances qu'on ait toujours tout compris, soit des gens qui n'osent pas poser les questions. Donc, on va apprendre aussi à oser poser les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de petites questions. Il y a les questions qu'on n'ose pas poser et il y a les questions que certains ont le courage de poser et qui, en général, éclairent tout le monde. Donc, des questions-réponses, on en fera aussi beaucoup parce que ces ateliers d'employabilité, ils ont vraiment vocation d'être connectés à la réalité. Et les plateformes, les outils changent beaucoup. Donc là, on a l'intelligence artificielle qui nous permet peut-être de pré-rédiger des questions à poser, c'est très bien, ça nous simplifie le travail, mais il y a forcément un travail de personnalisation, d'appropriation, qui à mon sens, un ChatGPT n'est pas capable de faire à notre place aujourd'hui. Donc on va se servir de ces technologies-là pour nous assister. Et in fine, quand on se retrouve devant un recruteur, en présentiel ou en distanciel ou dans un panel, il faut être capable d'avoir intégré ces outils et de les connecter avec ses énergies, avec ses vrais désirs. Donc, on va cheminer ensemble et on verra comment est-ce qu'on peut mettre ça dans le contexte des métiers du digital. Je vous remercie pour pour votre disponibilité aujourd'hui et pour m'avoir écouté. J'espère avoir pu susciter un petit peu de votre intérêt. C'est d'expérience et les retours que j'ai obtenus, c'est vraiment passionnant parce que vous allez découvrir plein de choses sur vous et surtout plein de choses sur le marketing digital et trouver le point d'achoppement, la connexion entre les deux. Et c'est là que vous allez vous sentir à l'aise. C'est là qu'une fois que vous aurez travaillé, approprié les outils, vous allez voir que c'est facile. Et vous allez voir que le retour que vous aurez un entretien, les gens qui vont vous entendre, qui vont vous voir, ils vont sentir qu'il y a une cohérence, qu'il y a un alignement. Et ça va, prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, mais vous allez voir que ça porte ses fruits. Parce que les gens ne sont pas là pour juger, les gens ils sont là pour comprendre et pour donner une opportunité à la personne qui sera la plus à même de répondre oui au profil, mais une personne qui a de l'enthousiasme, une personne qui se comprend un petit peu, une personne qui pose des questions, qui est curieuse. Et une personne qu'on a envie d'intégrer dans ses équipes. Donc ces dimensions-là, on va les travailler ensemble lors de ces 4 ateliers, lors de ces 8 heures ensemble, et on verra jusqu'où ça nous mène. Donc j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous dans quelques mois, et j'espère à très bientôt.